Bonjour à toutes et tous. Nous sommes à la 4e dose d'Osium, cette dose de temps fécond que Jean-Miguel Pire nous aide à redécouvrir et à réinventer. Jean-Miguel qui est sociologue, historien, à l'école pratique des hautes études. Il n'enseigne pas, mais il cherche et il travaille beaucoup sur cette notion d'osium que les précédents numéros vous ont permis d'explorer, ce temps fécond qui nous invite à penser de manière critique et désintéressée notre temps présent. Et donc, avec Jean-Miguel, on a lancé cette série qui aujourd'hui nous donne l'occasion de recevoir Elgas, qui est sociologue, journaliste sur RFI, vous connaissez probablement les Mémoires d'Afrique, et qui a beaucoup travaillé sur cette notion de décolonisation, d'incolonisable, ce terme passionnant et d'un point de vue évidemment très sérieux et critique pour aller de l'avant et pour mettre en lien ce goût qu'il a pour les lumières et pour cette pensée critique qui nous permet de voir le sujet de la décolonisation comme un tremplin pour aller de l'avant. Et donc, nous allons passer cette heure et demie en compagnie d'Elgas pour notre plus grand plaisir. Merci à tous les deux et bon loisir fécond. Et merci à tous. Merci beaucoup Sarah de cette belle introduction. Merci Elgas de s'embarquer avec nous dans cette exploration de l'osium, de ce loisir intelligent, pour nous aider au fond à donner sa vraie place à l'intelligence dans un monde qui lui consacre finalement peu d'espace. Intelligence, comme je l'ai souvent dit, dans ces doses d'osium, qui n'est pas seulement l'intelligence cartésienne, mais qui est aussi l'intelligence sensible, l'intelligence du cœur, l'intelligence des autres, et pour faire en sorte avec ce concept qu'elle ne soit plus le parent pauvre de notre temps de cerveau disponible. Et effectivement, plus nous avançons dans les mois, les semaines, et j'ai l'impression que cette fameuse intelligence est de plus en plus agressée. Elle est agressée parce que notre capacité d'attention est de plus en plus réduite, de plus en plus menacée, qu'il y a un risque dans la transmission des connaissances. Donc il ne s'agit plus seulement d'une sorte d'interrogation sur le luxe du temps libre, mais c'est vraiment la question de la transmission des savoirs, des compétences vers la jeune génération, qui est une menace directe sur la démocratie. Il y a urgence parce que les conditions de l'intelligence sont malmenées, et vous l'avez compris depuis toutes ces séances, cette question d'osium est une façon de mettre l'accent, de mettre le projecteur sur un des aspects de cette intelligence, qui est le temps qu'on va lui consacrer et la qualité du temps qu'on lui consacre, c'est-à-dire le temps de silence, le temps d'attention, le temps de densité que l'on va mettre pour pouvoir donner cette place à l'intelligence. Et il est précieux, et c'est, je pense, un des aspects principaux de ce cycle de s'intéresser à l'osium d'une façon un peu universelle. C'est une notion très européano-centrée, très latine, et je pense que le dialogue avec les intellectuels du Grand Sud, si on peut vous appeler comme ça, est une façon de désencastrer un peu cette notion et finalement de lui donner sa vraie puissance existentielle. Et d'autant que, et c'est le cas avec Nadine Machikou qui vous a précédé lors de la précédente émission, il y a une vraie sensibilité pour cette question et la possibilité finalement de lui donner sa vraie dimension, de sortir en particulier de cet aspect très rationnel au sens cartésien, qui limite peut-être un peu son appréhension, et vous êtes en mesure, parce que vous avez aussi les deux dimensions. Vous avez la culture européenne, vous la maîtrisez parfaitement, et en plus, vous avez la culture originelle, vous avez la sensibilité aussi originelle, et vous pouvez donc de façon très aisée déployer toutes les ressources
de ce concept, et on l'a vu d'ailleurs avec Nadine. Il y avait même une sorte de timidité que je pouvais avoir par rapport à ça. On y reviendra, mais cette idée qu'au fond, ça semble une notion très luxueuse pour un Occident qui dispose de beaucoup de temps libre. Et je me disais, est-ce qu'il est bien décent de parler d'otium à des gens qui sont dans l'urgence, qui sont dans la survie? Et elle, au contraire, elle nous a tout à fait détrompés. Elle a dit, au contraire, c'est une façon de reconnecter avec ce qu'il y a de plus humain en chaque individu. Et elle a finalement permis de révéler la puissance de l'otium comme puissance de résistance à toutes les assignations, à toutes les violences. Alors c'est pour toutes ces raisons que c'est très très précieux de vous avoir aujourd'hui. Et particulièrement vous, Helgas, qui êtes dans une démarche extrêmement rationnelle au sens vraiment universel du terme, c'est-à-dire sur la question de la réflexion sur la colonisation et la décolonisation. Vous avez ouvert un sillon extrêmement puissant, extrêmement courageux, et qui qu'on pouvait penser dangereux ou polémique, et qui en fait l'a été, mais au meilleur sens du terme. C'est-à-dire qu'il a ouvert des portes, il a ouvert des cloisons, et il a réintroduit dans cette question qui était un peu figée une possibilité de repenser les choses au sens de Hannah Arendt, c'est-à-dire penser vraiment sans préjugés, sans fermeture, en déployant toutes les ressources de la pensée. Et puis j'en terminerai là, il y a une autre dimension qui m'intéresse beaucoup et que l'on déploiera dans notre discussion, j'espère, c'est la question du don, évidemment, qui est au cœur de votre réflexion, de vos recherches. Et je pense qu'elle a aussi beaucoup à nous dire sur ce qui peut être l'otium dans sa dimension de désintéressement. L'otium, c'est une attitude de don que l'on fait à l'autre en créant un espace de rationalité où il va pouvoir contester ce qu'on dit. Donc c'est ça qui est extraordinaire, c'est le principe même de la discussion. Mais il faut une générosité, il faut un don métaphysique, un don existentiel. Et je pense qu'une vraie discussion, comme celle que nous allons avoir, suppose cette attitude de don que vous avez si bien étudiée et dont que vous éprouvez dans votre démarche d'homme public. Donc pour toutes ces raisons, merci infiniment. Donc nous sommes très très curieux de vous entendre et de voir comment finalement ce concept d'otium vous intéresse et peut-être vous ouvre des portes et permet de féconder une pensée qui est extrêmement féconde elle-même et très très active. Merci beaucoup, cher Jean-Miguel, et merci Sarah. Or, quelle tâche immensément difficile que de parler après Nadine Machikou, avec qui j'ai une complicité naturelle et intellectuelle. Et donc, vous m'en voudrez pas trop si jamais il y a une proximité entre nos deux discours sur cette notion d'otium. Alors, il y a un mot qui est revenu plusieurs fois dans votre propos introductif, c'est le mot rationalité. Intelligence rationnelle, et puis j'essaie de combattre où est-ce qu'elles puissent se nicher les notions d'assignation. C'est-à-dire dire qu'il y aurait une intelligence rationnelle occidentale, une intelligence sensible qui serait des grands Suds. C'est une opposition qui est complètement factice. Toutes les intelligences ont un caractère parfaitement universel. Et c'est à la faveur d'une certaine forme de segmentation complètement malveillante, pour ne pas dire parfaitement raciste, qu'on se retrouve à avoir des assignations géographiques de notions qui sont parfaitement universelles. Et donc, la question de la rationalité, elle est importante. L'Afrique ou les Grands Suds, je me méfie beaucoup du terme Grand Sud, de manière générale, parce que aujourd'hui, on parle des Suds, du Grand Sud, et finalement, c'est écraser une somme de singularités et créer un corps homogène qui n'est pas du tout homogène, qui est traversé par des questions de classe, par des questions de divergence, par des questions d'historicité complètement parfois antagonistes du reste. Donc, il n'y aurait pas un monde occidental délimité avec ses caractéristiques, et puis d'un autre côté, un monde des Suds qui consisterait à une forme de réserve, de gisement, d'alternative au monde occidental. Je pense que les choses sont beaucoup plus complexes que ça, que les qualités humaines ne sont pas racialement colorées,
et que il faut poser d'emblée cela, c'est-à-dire chérir un universel, mais pas un universalisme. Et la différence, elle est de taille parce qu'un universalisme, c'est la volonté justement de soumettre d'une certaine forme de verticalité avec un point justement de naissance et puis une forme d'extension du domaine des valeurs communes que l'on veut imposer aux autres. Et donc, mais en universel, c'est d'ailleurs cette formule que je trouve très belle de Michel Torga. L'universel, c'est le local sans les murs. C'est-à-dire les différences ne sont pas les barrières et que d'une certaine manière, on peut faire communauté ensemble, créer du commun à partir de valeurs qui sont des valeurs qu'on aura peaufinées ensemble, qu'on aura réfléchi ensemble. Ce que la colonisation n'a pas permis, ce que la néocolonisation n'a pas permis, ce que les entreprises de domination, l'esclavage n'ont pas permis, d'où ce dérèglement où on ne sait pas tellement où on se situe, où on contribue d'une certaine manière encore à créer les conditions d'un conflit éternel. Ce qui, moi, me pose un problème très, très grand. Et donc, c'est de ce fossé que j'essaie un peu de sortir par des notions que ça a rappelé très, très rapidement et que j'ai abondamment développé dans mon livre. Sur la question de l'otium, oui, la tentation première, c'est de dire que c'est le luxe d'un petit nombre qui se détache d'une forme d'urgence de la survie et puis des contraintes alimentaires qui sont très très fortes et puis d'ailleurs dans des pays qui sont en situation de conflit où l'urgence absolue est la survie quotidienne, la survie du lendemain. Donc c'est vrai que poser ainsi, la question de l'otium peut paraître être une question de boudoir, une question absolument luxueuse, une question de quelques cercles prédestinés à pouvoir réfléchir. La réponse de Nadine est une réponse qui est formidable. C'est peut-être dans ces moments-là qu'on a plus besoin d'otium, parce que on a là une source quasiment inépuisable pour nourrir. Pour ce qui est de la question décoloniale, de la question en tout cas de la lutte contre la colonisation, l'esclavage, les 3 R, le refus, la révolte et la révolution. Et donc, il y a dans les 3 R, fondamentalement, la question du don de soi pour sa communauté, du don de soi pour des valeurs, parce qu'il n'y a pas là la poursuite d'un objectif parfaitement technique, mercantile, profitable. On défend d'abord des valeurs. Et la lutte pour défendre des valeurs est une lutte parfaitement cruciale. Et c'est là où la discussion est ouverte, parce que je pense que la notion, il n'y a pas de borne de définition de l'otium complètement définitive et figée. C'est là où on pourrait s'interroger pour savoir si défendre une valeur qui nous est chère relève de l'otium. Défendre justement des perspectives communes, est-ce que ça relève de l'otium? Est-ce que l'absence de gain, la gratuité et le temps pour soi, c'est quelque chose que l'on pourrait absolument mettre justement en mutualité ou en mutualisation dans un registre beaucoup plus communautaire quand on est dans un acte de résistance ou dans un acte de combat? Ça, ce sont des hypothèses juste pour l'instant, des questions ouvertes, et je pense qu'au gré de la discussion, je donnerai quelques cartouches que mes études, en tout cas sur la question du don, m'ont permis un peu de toucher du doigt. Alors sur la question du don, moi j'ai fait une thèse sur le don et la dette, et donc j'ai été dans un registre assez bêtement maussien du don contre don, et j'ai voulu comprendre ce qui circulait dans une famille. Qu'est-ce qu'on reçoit de sa mère, de son père, et qu'est-ce qu'on donne en retour. Et donc, appliqué aux immigrés sénégalais en France, c'est la question des transferts d'argent. Pourquoi les transferts d'argent, qui sont une donnée importante, qui ont dépassé les sacro-saints aux sacro-saintes aides publiques au développement. Mais je crois savoir que dans cette maison, on n'utilise plus ce terme-là, qu'on dit maintenant investissement durable et solidaire. Je ne trahis pas de secret, je crois, même si Sarah a l'air de rire un tout petit peu, mais en tout cas, je pense qu'on parle plus d'aide publique au développement. Et donc, parmi les flux de capitaux qui rentrent en Afrique, vous avez donc les investissements durables et solidaires, vous avez les IDE, des investissements directs à l'étranger, mais surtout, depuis quelques années, vous avez le premier flux, ce sont les transferts d'argent. Transferts de particuliers qui sont des agrégats de petites coupures.
Et il s'est posé une question philosophique importante pendant que je faisais ma thèse, c'est est-ce que on peut qualifier ça de don? Est-ce que le fait de donner de l'argent, un acte préférentiel qui est un acte familial, parce qu'on donne de l'argent d'abord à sa mère, c'est la destinataire principale. Est-ce que le fait de donner à la mère relève du don? Est-ce qu'à partir du moment où on est dans une forme de convention familiale, où la convention est tacite, où le contrat n'est pas formellement énoncé, ce qu'on donne, qui appelle donc une certaine forme de retour d'une certaine manière, parce que les immigrés qui donnent disent avoir reçu une éducation, la vie, des valeurs extrêmement chères, et donc d'une certaine manière, ils sont dans une logique de dette imprescriptible. Est-ce qu'ils donc ils donnent? Et donc la question s'est posée pendant longtemps avec mon directeur de thèse, et après moi j'ai décidé de l'appeler quand même don. Parce que quand on est dans un registre imprescriptible où tout ce qu'on peut donner ne satisfera jamais justement ou ne remboursera pas totalement la dette, on est dans une logique de don. Et puis de don dans toutes ses dimensions. La dimension agonistique du don, c'est le don qui écrase, c'est le don qui accable tellement le destinataire qu'il n'est pas en mesure justement de rendre, ce qui fait de lui un vassal d'une certaine manière dans la relation et qui crée une certaine forme de verticalité. Et c'est un aspect important parce que je pense que cette question du don, elle structure immensément beaucoup de sociétés africaines. Quand on regarde dans le parcours de naissance, de la naissance à la mort, il y a de l'aumône, il y a des sacrifices, il y a un baptême, il y a les fêtes musulmanes, il y a ainsi de suite, série de rendez-vous dans la vie d'un homme où sa valeur, ou sa capacité à donner, sa présence pour les autres sont les indicateurs justement de son élection ou pas, de sa fortune ou de son infortune. Et donc le don est parfaitement structurant. Et donc dans une société où on donne à toute occasion, on est dans la logique donc moussienne, anthropologique, où l'équilibre dans les sociétés, c'est donner, recevoir et rendre, d'une certaine manière. Et donc moi, quand j'ai un peu essayé d'explorer un peu cette galaxie, je me suis rendu compte que le don structurait sans doute beaucoup plus les sociétés africaines que les échanges économiques, que les trocs, ou justement quelque chose de parfaitement mercantile ou commercial. On attend de l'enfant quelque chose. On attend de l'ami quelque chose. On attend de l'entourage quelque chose. Et ce qui est formidable, c'est que ce n'est jamais formellement énoncé. On ne dira jamais à l'ami, à l'enfant, que vous devez donner ça, mais il doit l'intégrer d'une certaine manière. Donc la question du don est une question centrale dans beaucoup de sociétés africaines. J'ai dit sociétés africaines avec le pluriel naturellement qui s'impose parce qu'elles sont très très différentes avec des historicités, avec un ensemble d'ancrage en termes de valeurs qui ne sont pas les mêmes et puis aussi d'adhésions religieuses et spirituelles qui sont aussi différentes, mais il y a un fond commun d'ailleurs à extrapoler que l'on pourrait trouver aussi dans les sociétés autres ou les sociétés occidentales. C'était intéressant de mettre d'ailleurs en miroir la question des cadeaux d'anniversaire ou des cadeaux de Noël dans les sociétés occidentales. On appelle ça une dette positive, la surenchère des dettes. Donc, il faut donner d'une certaine manière. Et plus on est en mesure de donner, plus on crée une certaine forme de santé dans les relations, dans une certaine forme de fluidité. Parce que quand on donne sans que l'autre ne puisse pas aussi rendre, à aucun moment, on crée les conditions d'une asymétrie qui peut déboucher sur un malaise. Et donc, c'est là où j'en viens, après avoir posé ce cadre sur le don, à la question d'Ossium. Il y a une scène, peut-être que vous êtes des familiers du Sénégal. Au Sénégal, il y a un temps béni qui peut être un temps matinal ou un temps de la mi-journée ou un temps du crépuscule ou pour les fêtards les plus tardifs, un temps de la nuit. C'est le temps du thé. Si vous allez dans les devantures des maisons sénégalaises, vous voyez énormément de gens assis devant, en train de sacrifier à la cérémonie du thé. Alors, ça demande pas énormément de choses. Ça demande une théière, un prodige de la théière, un peu de thé, un peu de sucre, beaucoup de sucre d'ailleurs, souvent, hélas. Et on discute, on disserte, on parle du monde.
Et très, très souvent, cette logique, en fait, qui est devenue une forme de cérémonie quotidienne très, très respectée, elle tient sa source de deux choses. D'un degré aigu, justement, du manque d'occupation. Du manque d'occupation qui est expliqué par le chômage, par les difficultés économiques, par le manque de perspective des jeunes, mais aussi par la volonté, et c'est là où on rentre dans la résistance, par la volonté de ne pas se laisser abattre, par la volonté de créer une forme de contre-société sur qui l'oisiveté n'est pas un vain mot. Et c'est amusant parce que récemment, Macky Sall, quand il a été contesté, l'ancien président de la République du Sénégal, quand il a été contesté lors des premiers mois de son mandat en 2012, il a traité les Sénégalais d'oisifs errants. Oisifs errants, association, bon, au génie sémantique assez douteux, en disant grosso modo aux Sénégalais que vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Alors, dans une attaque qui était une attaque très, très violente, d'une certaine manière, contre un chômage dont il était en charge, justement, de trouver potentiellement des solutions. Et il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'assez extraordinaire dans la société sénégalaise. Les gens ont commencé à revendiquer l'oisiveté et l'errance. Et donc, d'une pratique qui était une pratique assez commune, d'une pratique qui était une pratique de la contrainte, d'une pratique qui n'était pas une pratique, justement, de choix rationnel, on en vient justement à en faire quelque chose. On en fait une forme de parodie, une forme d'humour, une forme de pastiche un peu sociale, et on en fait quelque chose de plus profond. C'est-à-dire dans la spiritualité sénégalaise, le temps qu'on consacre à soi pour les bienfaits aussi de la spiritualité est un aspect important. Et ça, on le retrouve dans énormément de sociétés africaines, fonds communs, avec la tutelle religieuse ou sans la tutelle religieuse. Et c'est très curieux, parce que dans cette même société sénégalaise, qui n'est pas protestante pour un sou, dans le mouridisme qui est la confrérie la plus importante au Sénégal, pas numériquement, mais en tout cas en termes de poids politique et de poids économique, le mouridisme, qui a sa capitale qui s'appelle Touba, ville sainte administrée par Cheikh Ahmadou Bamba, qui a été un résistant de la colonisation. Ils ont développé une réplique de l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. C'est-à-dire, le mouride, la définition du mouride, c'est qu'il doit absolument travailler. Il ne doit pas rester un seul moment sans travailler. Ce qui est une forme de sacerdoce terrible qui a été prophétisée par leur guide. Et donc, si vous êtes aussi familier des rues sénégalaises, vous voyez parfois dans la rue énormément de gens qui ont deux bricoles qu'ils essaient de vendre dans la rue. Ça peut être des cacahuètes, ça peut être aussi des noix de cajou, ça peut être des lunettes de soleil. Et d'ailleurs, c'est cette idéologie, parce que c'est devenu vraiment une idéologie, qui va être au soubassement de l'entreprise de migration de tous ces vendeurs à la sauvette que vous voyez aujourd'hui en bas de la Tour Eiffel en train de vendre des Tours Eiffel en miniature. À l'époque, M6 avait fait un reportage d'ailleurs sur la communauté mouride et puis justement son appétence pour le commerce. Et donc, vous avez une société avec un nuancier de rapport au travail, de rapport au don, et avec ce don originel dont je parlais, qui est structurant pour toute la société. Et plus on avance, la notion d'osium en elle-même, tel que vous le définissez formidablement, tel que vous en avez fait un peu l'histoire très, très ancienne depuis nos amis les Grecs, ainsi de suite. Si on doit voir de strictes équivalences dans sa théorisation de la société sénégalaise, on se perd. Parce qu'il ne faut pas chercher forcément la définition des termes occidentaux de façon identique dans une forme de réplique dans les sociétés africaines. Mais elles produisent quelque chose de différent, mais qui peut entrer dans cette même galaxie. Alors, je termine ma première réponse très longue, hélas, avec une tradition au Sénégal, qui est une tradition portée par les femmes. La tradition des tours. Alors, c'est des forteresses imprenables par les hommes. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais ils peuvent pas accéder justement à ce bastion imprenable.
Et les femmes, d'après les témoignages qui en sortent, et d'après les études sociologiques qui ont été faites, prennent du temps pour elles. Le temps du henné, le temps du massage, le temps de la confession, le temps de pouvoir aussi dire toute leur aversion qu'elles peuvent avoir pour une société parfaitement machiste, ainsi de suite, et pour ce patriarcat dominant. Tout ce temps pour soi, tout ce temps de sororité, dirait-on aujourd'hui. Mais c'est un temps originel. C'est pourquoi quand on dit que le féminisme serait un débordement qui serait arrivé en Afrique, on oublie qu'il y a des pionnières aussi dans les sociétés maghrébines, dans les sociétés africaines, justement, qui ont fait naître cet élan-là. Et cet élan, il naît de cette définition qu'on pourrait étendre d'osium, du temps pour soi. Et ce temps pour soi est une énergie décoloniale absolument formidable, et on y reviendra, parce que quand on voit des carrefours décoloniaux comme présence africaine, comme la négritude, comme le panafricanisme, il n'y avait aucune forme de quête de gloriole ou de quête de mise en avant, mais un don de son temps très très précieux pour la communauté. Donc je pense qu'il faut voir toute cette galaxie en fait de l'osium, voir où peut se nicher l'osium dans toutes ces situations qui peuvent être chaotiques ou favorables. Je pense qu'au gré de la discussion, on explorera justement toutes ces niches. Merci beaucoup Elgas pour ces réponses très très riches, et c'est intéressant que vous insistiez sur le rôle de la femme finalement comme vecteur d'osium, comme acteur, comme protagoniste de l'osium, et c'est aussi un phénomène qu'on retrouve fortement dans l'histoire occidentale entre guillemets du concept, puisque effectivement si on s'accorde sur l'idée que c'est une source de résistance, eh bien les femmes se sont souvent saisies de cette possibilité, et sous des airs de l'utiliser en pure perte pour des raisons purement personnelles, en fait, elle en faisait un moyen de réfléchir, d'ouverture, de réflexion, et puis ça a donné les salons et ça a donné les cercles révolutionnaires. Enfin, on connaît la généalogie. Vous avez très bien fait de commencer en faisant cette mise au point sémantico-existentielle sur effectivement l'idée qu'il s'agit de notions universelles. Et il ne faudrait pas se tromper. Effectivement, en commençant, je disais qu'il est précieux d'avoir des dialogues comme les nôtres, parce que justement ça permet ce décentrement, mais pas au sens où on enrichit une notion, simplement on revient à l'essence de cette notion qui est évidemment universelle, qui a une puissance universelle. C'est mon objectif d'opérer ce déplacement historique, de montrer, d'aller chercher, comme fait Foucault finalement avec le souci de soi, une notion qui paraît ancienne, verboulue, datée, et de pointer sa dimension universelle. Et dans notre dialogue, ce que j'espère, c'est de faire la même opération, mais au plan géographique au fond. Mais le but est le même. Le but est le même. Il s'agit de retrouver une puissance d'émancipation de ce qui constitue une ressource humaine que nous avons chacun, qui est simplement, qui fait écho à notre capacité de réfléchir, de penser, et une ressource qui n'est pas valorisée pour telle ou telle raison. Chez nous, peut-être pour des raisons de la puissance du négoce. Chez vous, en Afrique, peut-être à cause de la question politique, qui finalement n'a pas intérêt à laisser tant d'espace de réflexion. Mais au fond, la démarche est la même. Se ressaisir d'une ressource qui est en nous et qui a besoin d'être réveillée, qui a besoin de notre attention, de notre curiosité, et qui a besoin aussi de notre effort, et qui a besoin aussi de s'enrichir de toutes les formes qu'elle peut avoir sans qu'elle le sache. Et c'est là que c'est très éclairant ce que vous évoquez sur ces formes d'osium non nommées comme ça, mais qui sont pourtant de l'osium réel. Quand vous évoquez par exemple cette fameuse cérémonie du thé, qui est un moyen effectivement de parler. Or, la pensée, c'est aussi de la parole libre. Quand qu'on discute comme ça de tout et de rien ensemble dans un temps où on est vraiment présent, on a de la densité, on peut commencer à réfléchir sur sa situation, on peut commencer à critiquer, on peut commencer à imaginer des alternatives. Donc c'est du temps pour soi, mais c'est un temps qui peut être très rapidement politique. Et c'est peut-être ça la question que j'aimerais vous poser maintenant. C'est dans ces pratiques, dans cette appropriation qui ne le sait pas, mais qui est de l'osium de toute évidence. Est-ce que on peut
imaginer, est-ce qu'on peut voir, on peut comprendre, saisir des conséquences politiques, est-ce que ça nourrit finalement la critique, l'organisation, la contestation, peut-être à bas bruit, mais est-ce que ça a dans la société une conséquence qui peut, à moyen terme, réconcilier les sociétés africaines avec une démocratie qui est un droit humain et qui a vocation aussi à se répandre sur ce continent comme ailleurs? Oui, c'est une grande question à laquelle j'ai pas la prétention d'apporter des réponses, mais en tout cas, je vais esquisser quelques hypothèses. Vous savez, la question de la démocratie en Afrique, c'est un serpent de mer. Depuis le paradigme de la boule, comme on l'a appelé, très mitterrandien, sur le multipartisme en Afrique, on a un peu le retour de bâton aujourd'hui. Et on a même entendu prospérer série de discours, à mon sens complètement à côté de la plaque, qui disaient que la démocratie n'était pas faite pour les Africains. On a même vu, d'une certaine manière, émerger la glorification du despote tropical qu'il nous faudrait. Parce qu'il faudrait de la rigueur, il faudrait essayer de combattre l'anarchie qu'induit la démocratie, et que d'une certaine manière, la démocratie dans ses formes actuelles serait quoi? Ce serait l'État importé. La démocratie est destituée complètement, ou détachée en tout cas, la question de la valeur universelle qu'elle peut véhiculer, mais elle est vue comme un instrument encore de domination. Donc c'est des questions parfois qui sont très très complexes et très techniques, mais maintenant quels sont les impacts politiques d'une certaine manière? Qu'est-ce que l'osium permet parfois d'atteindre? Quel degré de fusion, de fluidité, de solidarité communautaire, générationnelle, politique, elle peut essayer de faire émerger. Alors l'exemple que je donne de la cérémonie du thé, si on y revient très très rapidement, c'est que ça crée déjà une classe. Et une classe qui se reconnaît, qui communique, et ça crée une certaine forme de complicité. Et c'est dans ces cercles premiers d'une forme de socialisation autre que naissent très très souvent l'élan de contestation, de résistance et de révolution. Un exemple, deux exemples. À 50 ans, justement, d'écart. Toute la génération qui a porté les indépendances, c'est une génération, la génération de Léopold Sédar Senghor, pour faire rapidement, même si c'est pas l'exemple le plus glorieux que je peux citer, parce qu'aujourd'hui, dans le tribunal de l'histoire, il est plutôt lynché assez abondamment pour sa proximité avec la France que pour autre chose. Mais en tout cas, la génération de Léopold Sédar Senghor, quand elle vient ici, elle n'a eu le temps que de très peu vivre la bohème parisienne. Même s'ils étaient éblouis par le mirage de Paris, très très rapidement, à Présence africaine, comme ailleurs, comme dans la revue Noire, comme dans l'émergence du concept de la négritude, ils ont eu des soirées. Et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur ces salons. Vous savez, le concept de négritude est un concept dont la paternité, on devrait dire d'ailleurs la maternité pour le coup, et a attribué aux sœurs Paulette Nardal. Paulette Nardal, les sœurs Nardal, il y a Paulette et l'autre, le nom m'échappe, étaient amies avec Senghor et Césaire. Il y avait d'ailleurs une histoire d'amourette cachée entre Senghor et une sœur Nardal, et il paraît que Senghor s'est fait conduire et qu'il l'a très très mal vécu. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. C'était à Clamart. Et c'est dans ces soirées-là, à petite échelle, avec un peu de rhum, avec un peu de musique, avec un peu de lecture, avec un peu de littérature, que la puissance, justement, d'un concept va jaillir. Et donc, la question de ces petites échelles-là, elle est importante. Et autre échelle, parce que là, c'est la négritude, mais il y a aussi présence africaine. 25 bis rue des Écoles, juste à côté du Collège de France. Vous avez cette revue qui devient maison d'édition.
Et en face de présence africaine, vous avez un café. Et ce café a été le lieu d'empoignades nocturnes de jeunes, des Cheikh Anta Diop, des Ahmed Dansokho et tout le reste, toute cette génération s'est retrouvée là, sans but nécessairement évident, sans avoir l'ivresse justement de délivrer quelque chose, mais avec une force de conviction que leur résistance, elle devait être intellectuelle, elle devait être adossée à un solide corpus intellectuel, aussi une base doctrinale importante. Et donc, on a aussi de ça. Et ils vont précipiter, d'une certaine manière, la question des indépendances par une lutte, mais une lutte dont la base, dont la genèse à avoir de façon, je veux dire, assez irréfutable avec la question de l'otium. Le temps qu'on prend pour soi, le temps qu'on prend pour les autres, le temps qu'on prend pour sa communauté, le temps qu'on prend pour essayer de faire émerger des valeurs différentes. Et donc, bon, les indépendances arrivent. Il y a ce qu'on appelle le désenchantement post-indépendance, les soleils des indépendances qui s'éteignent. On entre dans une période de tragédie absolue des années 80-90. Puis les institutions financières internationales n'aident pas tellement l'Afrique. Mais l'AFD n'est pas dans le lot parce que c'est le FMI et la Banque mondiale, donc c'est les ajustements structurels. Et donc voilà, et là, c'est la ponction et le drainage de toutes les économies et l'état justement d'agonie dans lequel on laisse beaucoup de pays africains. Et vous avez l'embellie des années 2000, et l'embellie des années 2000 est caractéristique en une décennie. Vous avez au début des années 2000 The Economist, ce magazine très respecté qui fait la une sur l'Afrique. La une sur l'Afrique en 2001, c'était The Hopeless Continent, le continent sans espoir, avec un garçon qui a une Kalachnikov en disant bah voilà l'épitaphe un peu du continent. Le continent est destiné à mourir. Ne faites plus rien. Et il se dit même que dans les cabinets américains et anglais à l'époque, on dit bon, on pourrait rayer l'Afrique de la carte du monde sans que cela ne se sente. The même économiste, le même journal, 10 ans plus tard, en 2011, ils font une Africa Rising. Ça a duré 10 ans. De l'oraison au baptême glorieux, ça a duré 10 ans. Et cette séquence-là a inauguré ce qu'on appelait l'afro-optimisme. Et l'afro-optimisme en renfort justement de présence Web 2.0. Et c'est là où tout le monde a commencé à avoir une forme d'africanophilie un peu manifeste et un peu suspecte, naturellement. Les journaux qui n'ont jamais accompagné l'Asie ou les dragons de l'Asie pendant leur épopée, d'un seul coup, ce pic d'Afrique. Et vous avez le Monde Afrique, vous avez la Tribune Afrique, vous avez voilà. L'Afrique devient un gadget, quoi, pour beaucoup de gens. Et on oublie à ce moment-là que les réalités, en fait, n'ont pas réellement changé. Que ce soit un discours afro-pessimiste ou afro-optimiste, la réalité, elle a sa prise, elle a sa souveraineté, elle a son calendrier qui se défie totalement, justement, de ces modes narratifs. Et des années 50, après cet intermède, des années 50 jusqu'aux années 2001, vous savez comment la contestation au Sénégal contre le troisième mandat d'Abdoulaye Wade s'est faite par un collectif en particulier qui s'appelle le collectif Y'en a marre. Le collectif Y'en a marre qui a été porté par des jeunes rappeurs avec une énergie absolument formidable, qui n'avaient pas un bagage intellectuel très très puissant. Beaucoup d'entre eux étaient des rappeurs, mais des jeunes déterminés qui étaient où, qui se sont passés les mots d'ordre où, pendant les cérémonies de thé. Et ils ont fait une contre-société qui a été justement l'élan de la révolution. Donc je donne ces deux exemples pour montrer justement que l'otium a un impact important. Et si on remonte encore très très loin, ça c'est de l'otium qu'on pourrait appeler tragique. D'ailleurs, je pense qu'on exagérait parce qu'à trop étendre les frontières de l'otium, peut-être qu'on en vide aussi le sens. Les femmes de Nder, épisode important du 19e siècle au Sénégal, où des femmes s'immolent par le feu, se sont immolées pour échapper à la colonisation. Si ça vous intéresse, vous avez des podcasts là-dessus. Les femmes de Nder, c'est quelque chose d'important. C'est au Sénégal, c'est dans le Wallo, et se sont immolées pour... Et ce qui a précédé cet acte de bravoure qui est chanté comme un acte de résistance, ce sont ces conciliabules féminins dont on parlait.
Autre exemple, en 1949, la marche des femmes de Grand-Bassam. Grand-Bassam, c'est le fief de la colonisation française en Côte d'Ivoire. C'était la première ville coloniale. Et tous ces héros ivoiriens naissants ont été parqués dans cette prison sinistre et les femmes ont marché. Une marche qui a regroupé 4000 femmes, leurs épouses, pour justement aller revendiquer leur libération. Alors, je pense que ce serait un peu trop cavalier et abusif, sans doute, d'imputer tout cela à une manifestation de l'otium. Mais en tout cas, l'otium est intervenu à un moment ou à un autre dans la séquence. À la Genèse, justement au moment où naissent, en tout cas, les premières énergies. Quand elles coagulent ensemble en petits noyaux, quand justement dans la concession, il se murmure quelque chose. Quand on cuisine, quand on chante en faisant le mil ou le maïs, on se dit des choses. Et donc, il me semble qu'il y a, dans ces moments-là, dans ces moments que l'on prend pour soi et pour les autres, ou pour les nôtres, quelque chose de l'ordre de l'otium. Donc, l'impact politique, il est important. Il est d'ordre décolonial, il est d'ordre social, il est d'ordre de transition et d'alternance politique. Et j'ai envie de dire, il y a un autre élément qui est important, c'est l'esthétique. L'esthétique et l'otium, c'est quelque chose, c'est un gisement de potentialité. Et pour le coup, je pense que ça peut valoir un tome 2. Et pourquoi ne pas parler des sapeurs congolais, des sapeurs congolais que l'on connaît, pas que les sapeurs, ils sont pas que congolais. Vous savez ce que c'est que la SAP? La SAP, c'est la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Vous avez dans le 18e arrondissement, vous avez des tailleurs absolument formidables, et la SAP, voilà, c'est des costumes hauts en couleur absolument magnifiques. C'est l'école Alain Mabankou. Alain Mabankou qui était venu là d'ailleurs, je crois, pour parler de son œuvre. Donc il y a de ça. Et la Société des ambianceurs et des personnes élégantes, tout le monde a pris ça pour du folklore. Tout le monde a pris ça pour quelque chose de l'ordre d'une forme de, d'épanchement, tapageur, de style vestimentaire extravagant. Non, il y a une philosophie derrière. La philosophie que l'urgence de la vie, la frénésie de la vie, la communauté des mises, ainsi de suite, ne devait pas avoir de prise sur nous. Qu'on prend le temps d'être parfaitement indifférent et puis le temps de soigner sa mise. Mais peut-être jusqu'à l'excès, mais qui définit l'excès? Quel est le baromètre, justement, de la bonne mise? À quel moment on est extravagant? Et on est toujours l'extravagant de quelqu'un, d'une certaine manière. Et il y a quelque chose d'absolument extraordinaire dans cette énergie-là. Et cette esthétique, on la trouve partout en Afrique. On la trouve dans l'art, dans beaucoup de ses empreintes. On la trouve dans la littérature africaine. La littérature africaine et toute sa richesse et toute sa... Moi, ça m'a posé problème parce que, vous savez, les éditeurs très paresseux, parisiens, dans 90% des bouquins africains dans les années 80, 90, 70, ils mettaient à chaque fois dans la 4e de couverture, ah, ce roman est truculent. Voilà, truculent, verve, pleine couleur. C'est tout ce qu'on met. C'était des assignations, en fait, qui étaient parfaitement insupportables. Et c'est contribué à cette forme de folklorisation. D'ailleurs, c'était ça, l'ethnophilosophie, de folk philosophy. J'ai reçu dans mon émission Suleiman Bachirian, on a parlé de ça. C'est-à-dire dépolitiser des notions qui ont une forme de sagesse philosophique et qui ont un intérêt et qui ont une certaine forme de pertinence pour les gens. Et ça a été une forme de mépris qui a été très, très mal vécu. Mais pour répondre de façon très, très ramassée, encore, je pense là, je suis pas exhaustif. Je pense que les hommes, de manière générale, partout dans le monde, ont toujours, face à toutes les catastrophes, dégagé des moments importants pour eux. Et que défier la catastrophe, ça peut être de l'humour, ça peut être justement la volonté du désengagement, ça peut être des variétés d'otium qui s'expriment, à ceci près que moi je ne fétichise pas non plus l'otium. Je n'en fais pas non plus la valeur cardinale, sacrée, sacro-sainte, qui est la condition ultime. Parce qu'il y a quelque chose de fondamentalement fort, je crois, dans l'otium, c'est la capacité qu'elle a d'être une impulsion personnelle. On ne peut pas imposer de l'otium aux gens.
On ne peut pas dire, bon, arrêtez-vous maintenant, vous avez assez travaillé, venez, on va vous montrer comment vous reposer. Il faut qu'il y ait une certaine forme de diligence personnelle dans l'acte de résister, dans l'acte aussi de se faire du bien. Et c'est pourquoi, dans un cycle de conférences que je mène dans une galerie à Paris, j'avais reçu Cynthia Fleury. Et on a eu une discussion avec Cynthia Fleury sur la notion d'empathie. Une société peut aussi mourir de surempathie. Voilà. Parce que c'est finalement dépolitiser l'empathie, en faire un gadget. On va dire oui, prenez soin de vous à tout bout de champ, à chaque mail. On peut même parfois vous assassiner par mail et vous terminer par prenez soin de vous, ainsi de suite. Donc il y a quelque chose de ça. Il ne faut pas que des termes soient fétichisés. Les termes doivent garder leur forme de naturalité, de spontanéité, de galaxies différentes qu'elles agglomèrent pour justement livrer leur puissance universelle. Alors Foucault disait pourquoi ne pas faire de sa vie une œuvre d'art? Et effectivement, là, c'est l'illustration complète dans ce que vous évoquez avec cette culture de la sape que j'ai bien connue parce que j'ai fait une partie de mes études à Bruxelles. Et c'est un haut lieu de la sape. Et donc, effectivement, c'est très impressionnant tout ce que vous dites parce qu'au fond, moi, j'allais vers vous avec une idée un peu théorique. Peut-être que ce concept peut fonctionner, peut-être que c'est opératoire, peut-être qu'il est une grille de lecture politique pour l'Afrique, pour ce qui se passe là-bas. Et ben vous le confirmez d'une façon saisissante. Et vraiment, tout ce que vous dites est une illustration de la puissance non pas fétichiste d'un concept qui serait une espèce de gadget qu'on plaquerait sur des réalités bien plus complexes. Là, ça fonctionne comme je l'ai imaginé au départ, comme une espèce d'utopie sémantique, c'est-à-dire que en nommant des pratiques qui existent, qui sont répandues, mais qui s'ignorent dans leur puissance de révélation existentielle et politique, elles gardent une part de puissance, mais elles n'ont pas toute la puissance qu'elles pourraient avoir si elles pouvaient se nommer. Et c'est là que c'est une proposition qui est vraiment substantielle à ma démarche, c'est l'idée que nommer ce concept, c'est lui donner sa puissance politique. C'est une puissance de révélation, en fait. Donc, on est très loin de la fétichisation. On est dans l'idée qu'on nomme quelque chose, on le fait exister. C'est-à-dire, on le fait exister dans nos représentations. Et ça devient quelque chose qui a une dignité, qui a une puissance, qu'on ne peut plus minorer, qu'on ne peut plus invisibiliser, parce que on peut la raccrocher au meilleur de la généalogie de la liberté humaine et de la liberté de la pensée humaine. La philosophie naît en même temps que la scolée. Elle procède en quelque sorte de cette idée simple qu'il faut valoriser le temps que l'on va consacrer à la réflexion, qui, dans la Grèce du 5e siècle, est une idée absolument révolutionnaire, une idée où là aussi les gens sont accablés par la survie, par les dangers. L'idée que c'est important et que c'est même ça qui crée le sens, cette idée-là, au fond, elle est révolutionnaire et elle a toujours la même fraîcheur. Et je pense que c'est dans ce que vous dites qu'il est possible de mesurer combien on n'est pas dans un gadget, combien on n'est pas dans un supplément d'âme. On est dans quelque chose d'absolument radical. Et j'aimerais beaucoup, effectivement, qu'il y ait une sorte de laboratoire intellectuel où on teste cette désignation de notion auprès des acteurs eux-mêmes, d'ailleurs. On leur dit, voilà ce que c'est, voilà ce que vous faites. A priori, c'est la même chose. Est-ce que ça vous intéresse de vous saisir de ce concept? Est-ce que ça peut vous apporter de la puissance? Est-ce que ça peut vous apporter de la confiance, d'abord, en ce que vous faites, et puis de la puissance de conviction autour de vous? Donc là, il y a presque une utopie politico-sémantique qu'on peut activer avec quelque chose, je crois, d'assez neuf, et d'autant plus neuf qu'il est immémorial. Oui, alors c'est le registre des utopies et on reste encore chez Foucault d'une certaine manière, des espaces autres, des espaces parisiastiques. Mais je suis d'accord sur l'importance de nommer les choses. Mais si je le rapporte à la société sénégalaise que je connais un tout petit peu mieux, il y a une volonté de maintenir parfois les mystères. C'est que tout ne se dit pas, tout ne se nomme pas. Et nommer d'une certaine manière parfois
c'est d'effleurer d'une certaine manière. Et il y a cette puissance-là à laquelle d'ailleurs on se heurte quand on est chercheur, quand on est anthropologue ou quand on est sociologue. C'est qu'on essaie de dire l'indicible. C'est qu'on essaie parfois de faire émerger des concepts sur des réalités qui sont parfaitement mouvantes et sur des réalités dont la mysticité est parfois indomptable. Pendant longtemps, j'ai eu ce caprice, je l'appelle sciemment caprice, en étudiant la société sénégalaise, notamment sur la question du don. J'ai voulu comprendre pourquoi on pouvait sacrifier autant de bêtes pour une cérémonie, pourquoi il y avait des endroits où il était interdit d'aller, pourquoi face à certaines personnalités on pouvait pas leur parler avec un ton, ou en tout cas pourquoi il y avait cette forme de déférence absolue. Quand on vient avec une conscience qui est quand même formatée aussi en Occident, on peut avoir un regard de haut sur ça et considérer que ça, c'est peut-être quelque chose à dévider et puis à transformer tout de suite. Et on se rend compte qu'on peut s'y prendre de toutes les manières que l'on veut. On n'arrive pas forcément à toucher cet épicentre et ce cœur, et qu'il y a quelque chose qui résiste. Mais je suis complètement d'accord sur ça vous fera un très beau séjour à Dakar ou à Kinshasa ou à Abidjan ou à Nouakchott, d'aller confronter le SIOM à ce qu'ils vivent. Je pense que ça peut donner un gisement impressionnant, justement, quand la théorie rencontre le terrain. Nous, c'est notre dada, le sociologue. Mais ça peut donner une forme de dimension, une dimension très très importante. Et ce qui est très curieux avec la question de SIOM, j'en ai donné quelques bribes d'expression peut-être dans la société sénégalaise, mais c'est une société qui est traversée aussi par des douleurs immenses. Vous savez, quand vous allez dans les rues de Dakar, moi, l'effet déclencheur de mon premier livre, c'était la situation des enfants des rues qu'on appelle les talibés au Sénégal. Vous ne pouvez pas vivre au Sénégal sans voir la situation absolument atroce de ces enfants qui ont entre 5 mais peut-être 18 ans pour les plus vieux. Voilà, on n'a pas de chiffre exact, mais 5. Parfois, il y en a qui ont 4 ans, qui mendient dans la rue, qui doivent rapporter de l'argent à leur maître, qui n'ont aucun loisir, dont la vie est une forme de tragédie sociale absolue et qui en gardent les stigmates. Les sociétés africaines aussi sont traversées par une certaine forme de violence, par la violence de la rudesse de la vie, la rudesse économique de la vie simplement, mais aussi par série de valeurs jugées traditionnelles qu'il ne faudrait jamais changer. Moi, je suis parti mettre mon nez là-dedans. Je le dis de façon aussi radicale que je peux. Ça plaît pas toujours, mais en tout cas, j'assume, en tout cas, de pouvoir aussi tenir ce discours pour qu'on arrête, parce qu'on le voit encore en France, pour qu'on arrête vraiment de fétichiser le continent, parfois de rendre romantique ces blessures, en disant oui, mais nous, vous savez, nous on a tout, mais finalement nous on n'a rien. Vous avez tout, vous avez les valeurs humaines. C'est devenu une forme de commerce de bonne conscience à peu de frais que les gens se donnent. Et donc je pense qu'il faut regarder le continent pour ce qu'il est et ne pas lui prêter une forme de singularité qui serait insoluble d'une certaine manière dans le commun du monde. Voilà. Toutes les entreprises de colonisation, de domination de l'Afrique, de discours méprisants et racistes sont des entreprises qui ont essayé de différentialiser l'Afrique. Alors que nous aspirons fondamentalement aux mêmes choses que partout dans le monde. Et sur la question de nommer série de ces choses-là, je pense qu'il faut nommer dans une entreprise anthropologique, sociologique, journalistique, il faut nommer justement des blessures et puis aspirer à cet universel qui est un horizon, qui n'est pas forcément figé. Mais il y a des choses, je suis sans doute un peu trop pessimiste, qu'on ne pourra jamais vraiment tout à fait maîtriser, parce que il y a quelque chose qui nous échappera toujours.
Et donc cette sagesse qu'il peut y avoir, qu'on ne retrouve pas uniquement dans les sociétés africaines du reste, elles sont incorruptibles même par les concepts les plus fins et les plus solides et les plus robustement construits. Mais c'est pourquoi ce serait vraiment intéressant d'aller dire aux gens qui sont autour du thé, est-ce que c'est de l'otium? Leur donner une définition vaste de l'otium et leur demander ce que c'est. Allez voir aussi les femmes, justement, dans leur moment ensemble, leur demander si c'est de l'otium. Et puis, vous avez un otium assez classique, j'allais dire, assez commun qu'on retrouve partout. Vous savez, voilà, au Sénégal, les gens prennent du temps pour eux, et surtout quand vous allez dans les lieux de villégiature des classes nantis au Sénégal, aux Almadies, là, les gens donneraient un rein pour aller boire une caipirinha sur sur la corniche des Almadies. Donc voilà, le temps de prendre quelque chose pour soi. Et puis même dans la culture Wolof, les Wolofs sont une société, un peuple, parce que maintenant, faut pas dire ethnie. Il y a pas qu'à l'AFD où on dit pas aide publique au développement. Maintenant aussi en sociologie, il faut pas dire ethnie. Là, il faut dire des sociétés ou des peuples. Le peuple de la société Wolof, de manière générale, le temps pour soi. Et c'est dommage. Vous parlez pas Wolof. J'aurais pu vous donner des termes en Wolof. Voilà, qui sont intéressants. L'idée de prendre soin de soi. Mais c'est toute l'idéologie qui porte une ville qui a été la capitale première du Sénégal. C'est Saint-Louis, la capitale de l'Occident. Les signards de Saint-Louis, les signards, déformation du mot signor, toutes ces femmes élégantes, belles, qui marchent dans le crépuscule de Saint-Louis sur le pont Faidherbe, c'est devenu une image de l'esthétique saint-louisienne. Et donc, vous avez comme ça quelque chose dans les sociétés Wolof aussi, mais pas uniquement dans les sociétés Wolof. Vous regardez chez les morts aussi. Après, des accents qui peuvent être des accents tragiques. Vous savez, les canons de la beauté dans la société mauritanienne, c'est qu'il faut être clair et ronde. Il faut être clair de peau. Et donc, les gamines, elles sont gavées. Elles boivent 1 litre de lait par jour. On les gave quasiment pour qu'elles aient ce teint, pour qu'elles aient aussi ces rondeurs qui sont appréciées, qui dans le marché de la séduction est quelque chose qui est une forme de faveur ou de privilège. Mais ça, c'est le versant un peu plus terrible, hélas. Mais après, tout le soin dédié au corps, tout le soin, justement, de paraître. La première politesse, ma mère m'a toujours dit, qu'on peut offrir aux autres qu'on ne connaît pas, c'est de bien s'habiller. C'est-à-dire, il faut se présenter toujours sous son plus beau jour d'une certaine manière, parce que c'est un respect qu'on donne aux autres. Tu ne peux pas aller voir les gens habillés en haillons complètement, c'est un manque d'irrespect. Et donc tout ça, en fait, il y a une esthétique sénégalaise, un rapport au monde, une construction, et même d'ailleurs dans les plats, c'est-à-dire dans les plats que l'on peut construire, le temps que l'on... Vous savez, ici on cuisine en 2-3 minutes, c'est fini, quoi. On a maintenant nos air fryers, on a nos fours, on fout des pizzas dedans, et puis bon, voilà. Au Sénégal, il faut voir les femmes aller au marché, mettre 2 ou 3 heures pour cuisiner le plat, le tchèb national. Voilà. Il y a en fait une esthétique de la lenteur, une esthétique de la vie, et puis un refus de la frénésie. Et il faut pas être absolument manichéen ou binaire, en considérant que il y a d'un côté la frénésie occidentale et de l'autre côté la lenteur sénégalaise, parce que nous sommes dans un monde qui se globalise à une vitesse grand V, et donc les habitudes sont en train de circuler, les influences sont un peu partout, et sans doute il faut s'en satisfaire, parce qu'il n'y a rien de racialement pur, d'une certaine manière. Mais voilà, l'envie que vous me donnez avec cette séquence, c'est d'explorer l'otium, justement, au Sénégal, dans tous les compartiments dans lesquels il peut se nicher. Et je pense que le potentiel, il est immense de ce que je perçois en termes d'intuition et puis en termes de souvenirs aussi. Et je terminerai sur ça par ce que j'ai trouvé moi. J'y ai participé. J'étais pas le plus doué, mais les enfants
les enfants récitaient le Coran. Les enfants récitaient le Coran à Saint-Louis. C'était des cérémonies où le prodige, c'était la maîtrise et puis une certaine forme de technique aussi, de déclamation. Et puis c'était des conférenciers absolument sublimes. Et donc ces moments, je pense que ces moments sont des moments aussi importants pour construire une société, construire sa spiritualité, construire quelque chose qui peut faire du bien. Voilà. Parce que moi, j'ai beau être un indécrottable athée, je suis sensible, je pleure quasiment comme une madeleine quand j'entends des grands orgues ou quand j'entends des sourates du Coran. Parce que je trouve ça très, très beau. Et le temps que l'on prend justement pour essayer de toucher ça du doigt, de respirer, voilà. Il y a un osium, le terme j'espère qu'il va pas vous choquer, il y a un osium de tous les jours presque raisonnable que l'on peut toucher et qui nous prévient parfois des rêves ou des illusions parfois qui sont intouchables, tout en gardant naturellement à l'horizon la notion que vous avez, voilà, le mot que vous avez utilisé, que j'aime beaucoup, c'est le mot d'utopie. Et je pense que on ne peut pas raisonnablement vivre sans utopie. Pas vivre sans utopie et pas vivre sans la beauté. Et si je vous entends bien, c'est assez récurrent dans finalement ce que peut vous inspirer ce concept quand vous regardez votre société à la lumière de ce concept, c'est cette question de l'esthétique au quotidien, du soin que l'on met dans les choses, dans la cuisine, dans la posture, dans les vêtements, dans l'attitude vis-à-vis des autres. Il y a une dimension esthétique et c'est là peut-être que l'osium peut vous apporter quelque chose. C'est une dimension qui est esthétique, mais qui a une dimension éthique. C'est-à-dire que, et c'est là qu'on retrouve aussi Foucault, parce que les choses finalement sont très très encastrées. C'est que ce que permet l'osium, c'est ce moment qu'on valorise pour réfléchir à soi, et cette dimension d'abord rituelle qu'on peut mettre, ascétique, à réfléchir à soi, à prendre un rendez-vous avec soi-même, ce souci que l'on met dans la forme. Foucault le dit très bien, il possède une dimension éthique. Il vous permet d'accéder à ce qu'il y a de plus existentiel dans la démarche de réfléchir à soi. C'est-à-dire, et c'est là peut-être qu'on retrouve la politique avec l'esthétique, c'est-à-dire réfléchir à son identité. C'est-à-dire, et c'est ça que permet le grand chantier, le dernier grand chantier de Foucault avec le souci de soi, qui touche de très près à cette question d'osium, c'est l'idée alors j'ai perdu le fil. C'est l'idée, voilà, que la construction de l'identité ne va pas de soi, que c'est peut-être pas la question importante en fait. C'est ça que Foucault nous montre, c'est qu'au fond, cet Occident qui a construit la vérité des individus autour de l'identité, autour de la vérité de ce que l'on est et qu'il faudrait chercher. On connaît la tradition chrétienne, la confession, trouver l'identité profonde qui est en soi, reprise par la psychanalyse aussi. Quand Foucault s'intéresse au souci de soi antique, il remet en cause cette question-là et dit au fond la question importante, c'est peut-être pas quelle est ma vérité, c'est peut-être cette question qui était si importante pour les anciens, les Grecs et les Romains, qui était plutôt quelle est la cohérence qu'il y a entre ma pensée, mes actes et mes paroles? Quelle est ma parésia? Quelle est ma vérité? Mais pas la vérité profonde, hypothétique, mais la vérité de mes actes, la vérité. Et donc là, avec ce concept-là, en écho avec Foucault, on a peut-être le moyen de répondre à cette autre grande impasse, je pense, politique de ces sociétés, c'est l'assignation identitaire. C'est l'idée qu'on est assigné à cette singularité romantique, fétichiste que vous invoquez et que vous dénoncez, mais qui est une espèce d'horizon bloqué. Peut-être qu'avec ce concept-là, si on l'envisage comme l'a fait Foucault, c'est-à-dire comme un objet politique, comme un levier, comme dans sa fameuse boîte à outils, sortir de cette assignation identitaire et se demander est-ce que mon identité, c'est pas d'abord ma quête de cohérence entre ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense, qui a l'air tellement peu importante aujourd'hui, une société où la vérité est une opinion. Mais c'est peut-être ça le grand chantier existentiel et politique à mener, peut-être à travers l'osium et peut-être à travers d'autres concepts, pourquoi pas. Mais au moins, l'horizon, c'est celui-là. Retrouver la place de la vérité dans notre société, qui est d'abord la vérité des individus par rapport à ce qu'ils pensent et par rapport à ce qu'ils font.
C'est vaste programme, surtout quand on regarde aujourd'hui ce que vous dites très très bien sur les chapelles, sur les assignations, sur l'impression de chaos, sur voilà l'incapacité parfois d'avoir des débats féconds où on disqualifie la mort de toute forme de courtoisie dans les échanges. Le désaccord signifie la disqualification. Donc oui, cette éthique de la cohérence. Cette idée de la cohérence est très importante. Et d'ailleurs fait écho à quelque chose que j'ai essayé de formuler au début. C'est-à-dire, quand vous avez parlé d'éthique, j'ai pensé tout de suite à ces soirées à Clamart des sœurs Nardal, à présence africaine. Il y a une éthique, une fidélité à soi. Mais jusqu'à où? C'est là où parfois on peut tomber dans une certaine forme de l'assignation devient double. C'est que c'est là où on tombe après dans des logiques d'exclusion, d'accusation de traîtrise, de dire vous n'avez pas été fidèle à votre communauté. Donc, est-ce qu'une communauté on lui appartient ad vitam aeternam? Est-ce que on a le droit d'en sortir, d'y revenir? Quelle est la logique justement de cette circulation? Et puis la question des identités, c'est voilà, de plus en plus on utilise moins identité au singulier, c'est salutaire, voilà. Identité au pluriel. Et Amin Malouf nous a montré pourquoi il faut, voilà, avec les identités meurtrières. Donc, je pense que c'est un élément important. Cette lecture que j'ai eue aussi de Foucault à un moment donné où je m'intéressais beaucoup à la philosophie, ce n'est plus vraiment le cas, mais ce qui m'en reste sur le souci de soi, c'est qu'il n'y a aucune entreprise finalement vertueuse qui ne part pas d'un souci de soi. C'est qu'il y a une forme de miroir de l'altérité qui est profondément d'abord ce qu'on a envie de voir advenir pour nous-mêmes. Et c'est là, en fait, où l'aventure coloniale a été d'une forme de barbarie absolue, parce que c'est appliquer à d'autres peuples ce qu'on voudrait pas se voir appliquer. Et vous connaissez sans doute le passage de Césaire dans le discours sur le colonialisme. Ce qu'on ne pardonne pas à Hitler, ce n'est pas le crime ou le crime en soi, c'est le crime contre l'homme blanc. C'est Hitler qui dit ça. Et c'est Césaire qui dit ça. Et Césaire ne fait que citer des travaux d'Hannah Arendt. Et bon, dans l'affiliation moins prestigieuse, oui, Jean-Michel Apathy récemment a dit ça sur un plateau de télé et ça a été beaucoup de cris d'orfraie alors qu'il disait une forme d'évidence quand même d'une banalité absolue, quoi. Que la colonisation, c'était pas des enfants de cœur et que c'était des crimes, c'était pas juste la dépossession et l'expropriation ou la domination asymétrique, c'était surtout aussi des crimes odieux. Donc il y a dans la lutte pour en revenir à la décolonisation, à l'énergie décoloniale, quelque chose de l'ordre de cette éthique-là. Et quand je dis que de manière générale, même dans nos relations de tous les jours avec tout le monde, si on n'a pas une envie de bienveillance vis-à-vis de l'autre, on ne crée pas les conditions d'une forme de pérennité, une condition de santé des relations. On est requis. Et tout nous pousse d'une certaine manière, notre instinct, les contraintes de la vie, les difficultés, tout nous pousse à voir émerger notre caractère animal le plus grossier, le plus brutal. Et un homme, ça s'empêche, comme dirait l'autre. Et s'empêcher, c'est cette éthique-là. Voilà. Et cette éthique, le dernier que j'ai reçu dans la série de mes conférences, c'était Jean Birnbaum, qui est le lecteur du Monde des livres. On a parlé de la radicalité de la nuance, le courage de la nuance. Et donc, c'est un livre que je vous conseille, qui est absolument formidable aussi, où il revisite le parcours d'Hannah Arendt, de Georges Bernanos, d'Albert Camus, de George Orwell, et puis de Roland Barthes. Voilà. Et il dit que tous ces penseurs ont appris quelque chose d'élémentaire, qu'il y a 20, 30, 40 ans était une forme d'évidence intellectuelle, pour en tout cas beaucoup qui étaient à cheval sur les questions d'éthique, c'est-à-dire penser contre soi.
Mais qui pense contre soi, c'est-à-dire aujourd'hui, qui ose penser contre soi, qui ose étaler ses faiblesses, ses erreurs, justement, devant la place publique? Parce qu'il y a une course à avoir raison dans une certaine forme de société survirilisée qui est portée par justement les grands héros maintenant, Trump, Poutine, ainsi de suite. Il y a fondamentalement de ça. Et c'est ce qui montre que l'otium et son environnement et tout ce qu'il peut porter sont plus que jamais nécessaires pour être, en tout cas, une des phalanges de la résistance. Et donc, c'est pourquoi cet aspect d'éthique personnelle, moi, cet aspect, il me parle, moi, en particulier. Et sans rien trahir, avant de faire cette conférence, on s'est vu, on a discuté et on était alignés sur cette question-là. C'est quelque chose d'absolument essentiel de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de sortir du tumulte et du fracas, et puis de prendre le temps, justement. Oui, alors quand on le dit très souvent, la critique la plus immédiate, c'est voilà, bon, c'est un luxe bourgeois, voilà, de ceux qui chantent pendant que Rome brûle. Non, justement, on chante pour que Rome ne brûle pas et pour que Rome ne contamine pas les autres zones. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Il y a une forme de, moi je le vois en tout cas dans mon pays, le Sénégal, et puis pas qu'au Sénégal d'ailleurs, mais une forme de disqualification ou en tout cas de discrédit jeté sur beaucoup d'intellectuels, considérés comme inutiles, comme étant dans leur coin, sans aucun impact sur la société. Et puis, c'est tragiquement vrai. Aujourd'hui, vous prenez l'influenceur le moins populaire sur les réseaux sociaux, il est plus populaire que le plus grand intellectuel aujourd'hui. Donc voilà. Et aujourd'hui, il est impossible d'être populaire sans être populiste. Et ça, on est arrivé à un moment de l'histoire où, oui, ça donne matière à penser, quoi. C'est-à-dire dans la galaxie un tout petit peu intellectuelle dans le monde et politique, aujourd'hui, tout ce qui émerge, c'est le bruit, c'est la fureur, c'est l'excès, ainsi de suite. Tout ce qui incarne un propos un tantinet raisonnable, empathique, ils sont qualifiés d'inoffensifs et justement d'incapables, pour dire des choses assez rapidement. On sait pourquoi la nécessité d'avoir des espaces partout, que ce soit dans les entreprises, voilà, des conférences où les gens peuvent discuter, échanger, bâtir quelque chose. Je pense que c'est des actes de résistance qu'il ne faut pas négliger. Parce que finalement, quel est le moment qu'on a pour soi dans cette vie? Si on regarde sa vie sur une année, on regarde quels sont les moments d'otium qu'on a eu. Ce serait bien de faire une enquête sociologique sur ça, quantitative, de voir, voilà, bon, aujourd'hui on avait un concurrent de choix, c'est le soleil et les terrasses. Bon, merci d'être là. Donc voilà. Peut-être, on va pas le reprocher, les gens qui sont sur les terrasses, qui sautent sur le premier rayon de soleil. Voilà, parce qu'en fait, finalement, on a très peu de ces moments-là. On va au travail, moi je déplore. Quand je dépose mon fils à l'école, je le récupère, il est 18h, je passe 2 heures par jour avec lui. 2 heures par jour, je passe avec lui. Donc, je me dis, voilà, enfin, où est-ce que la chaîne de valeur empathique ou les choses les plus importantes, justement, sont reléguées? Et pourtant, je sais que malheureusement, avec mes modestes moyens, il faut que j'aille travailler, il faut qu'il aille à l'école. On doit d'une certaine manière se contenter de ça. Oui, bon, le week-end, quand on me propose des choses, même si ça peut être intéressant, je dis non, j'ai envie de passer du temps avec eux. Donc oui, il y a fondamentalement un acte de résistance. Mais l'otium n'est pas sans conséquences non plus, pour parfois des inimitiés, pour la paix amicale, pour énormément de choses. Il n'y a pas un acte gratuit. Et je pense que c'est quelque chose aussi à dire. L'otium n'est pas sans risque. L'otium n'est pas sans risque et pas sans effort. Oui. Et c'est peut-être ça aussi
qui explique sa rareté et le fait que finalement il est difficile, c'est qu'il suppose un engagement, il suppose du temps, il suppose de penser contre soi. Et je dirais une des clés, c'est qu'au fond, peu importe la quantité d'osium, ce qu'il faut, c'est les petits moments que l'on va identifier, on va s'y dédier complètement, on va être, comme disaient les anciens, dans le hic et nunc, le ici et maintenant. Et ce qui compte c'est la densité de ce moment qu'on aura partagé peut-être avec un livre ou avec quelqu'un, mais dont on aura ressenti quelque chose. Et peut-être c'est l'essence peut-être de nos échanges. Du coup, bonsoir et merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Moi, j'ai 2 questions. La première, ce serait déjà de savoir, vous avez parlé de nuances tout à l'heure, et il y a pas très longtemps, justement, je voyais une vidéo qui disait que le souci avec la manière dont l'information elle est diffusée aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que on consomme des concepts qui sont faits autour de vidéos. Voilà, les vidéos d'1 minute, les shorts sont très répandus maintenant. Et du coup, ça fait qu'on n'a pas vraiment le temps de développer un avis propre sur les grandes questions du monde. Et aussi, le souci, c'est que du coup, les gens qui prennent la parole sur des sujets importants, on leur donne un poids et une crédibilité dans la société qui fait que souvent, on s'auto-censure même à vouloir discuter de ces questions-là parce qu'on va se dire, moi, je suis qui en face d'un chercheur ou d'un académicien ou d'un sociologue justement qui a étudié et qui est allé en profondeur de ça. Et du coup, est-ce que ça aussi, ce n'est pas un frein à ces temps d'osium qu'on peut se permettre? Et donc ça, c'était la première question. Et dans la continuité, la deuxième question, ce serait de dire, aujourd'hui, avec la nouvelle génération à laquelle j'appartiens aussi, on a tendance à vouloir taire le fait qu'on ait des outils comme TikTok, comme Facebook, comme Instagram et tout. Mais c'est peut-être également le point de repère et c'est ce qui permet à cette jeune génération-là de pouvoir après nourrir des temps d'osium lorsqu'ils sont au collège, au lycée. Ils discutent de ce qu'ils ont vu sur TikTok, ce qu'ils ont vu sur Instagram, ce qu'ils ont vu sur Facebook. Et donc, est-ce que c'est pas également des outils qu'on peut intégrer dans ce temps d'osium qui sera adapté du coup pour eux, qui ne vont pas se retrouver autour d'un bar, d'un café comme les poètes de la négritude faisaient, mais qui intègrent également les outils de leur temps? Oui. Juste parce qu'on me dit dans l'oreillette qu'il faut vraiment que vous parliez proche du micro pour mieux vous entendre. Merci beaucoup. Ok. On parle dans l'oreillette. Oui, merci pour vos 2 questions. Qui communiquent les 2 questions. Je commencerai par la dernière. Moi, je n'ai aucune forme de phobie des réseaux sociaux, ainsi de suite. Je pense que on peut en avoir un usage récréatif, ludique, rassembleur, unitaire, tout ce qu'on veut. Donc, je pense que oui, ça peut être des moments aussi, des cercles d'osium. Si on passe à scroller sur son écran sur des vidéos drôles et que ça nous fait du bien, qui serais-je pour dire là on est dans l'osium, là on n'est pas dans l'osium. Donc, je pense que après, il ne faut pas dépolitiser la question, c'est-à-dire les enjeux sont beaucoup plus grands. Et ça rejoint la première question que vous avez posée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on est journaliste, on nous dit, voilà, grosso modo, le lecteur ou l'auditeur est roi. Et donc, il faut se mettre à son niveau systématiquement. Et donc, moi, je fais une émission de 40 minutes sur l'histoire africaine. Voilà. Afrique, mémoire d'un continent. J'essaie d'explorer des sujets sur l'histoire africaine chaque dimanche. Et il y a des gens qui me disent, oui, mais pourquoi vous faites pas des capsules résumées de 2 minutes? Parce que capsule résumée en 1 minute, on peut le partager sur Instagram en Reels, on peut le mettre sur TikTok, on peut le mettre sur Facebook. Voilà. Mais est-ce que je peux vous parler de Ménélik, roi d'Éthiopie, en 1 minute? Qu'est-ce que vous retenez essentiellement? Et donc, on crée les conditions d'une connaissance tout à fait partielle et superficielle. Et on contribue d'ailleurs à une culture de la paresse. Et pour le coup, si je sonne réactionnaire, ce sera ma minute réactionnaire. Je pense qu'il faut réhabiliter le goût de l'effort. Il n'y a rien qui ne se donne naturellement. Savoir, l'entreprise de savoir, c'est aussi le vouloir. C'est faire la démarche, ainsi de suite. Oui, il faut sans doute essayer d'inclure un maximum de gens. À côté de la capsule, il faut qu'il y ait l'émission de 40 minutes, de 1 heure, ainsi de suite. Parce que je pense que c'est comme ça qu'on comprend un peu mieux et
on ne conforte pas les gens dans leur chapelle. On crée la condition justement de cette nuance dont je parle, la capacité à comprendre, à rentrer dans un peu plus de complexité. Moi, j'ai été, quand je faisais ma thèse, pour financer ma thèse, j'étais professeur à l'Académie de Versailles. J'avais des professeurs de français. J'avais des élèves. Un jour, je demande à mes élèves, qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard? Il y a une dizaine d'entre eux sur une classe de 20 qui me disent, ah, vous savez, monsieur, moi, j'ai envie de percer. Je dis, mais percer, c'est quoi percer? Non, j'ai envie de percer. C'est tout le mirage des réseaux sociaux. Parce que, en fait, si je perce, si je fais une vidéo qui marche, un truc qui marche, et ainsi de suite, je fais le buzz. Derrière, j'ai créé une forme d'économie numérique, ainsi de suite. Ou percer, ça peut être, bon, j'ai envie de percer au foot, ainsi de suite. Donc, il y a une certaine forme de disqualification des efforts et puis de ce qui est envisageable, qui rentre justement dans un créneau beaucoup plus classique. Et si nous, les producteurs, par exemple, d'informations ou parfois de savoir ou de livres, ainsi de suite, nous démissionnons en disant, bon, non, on va prendre la vague telle qu'elle est, on va se conformer à la vague, nous créons les conditions d'une forme de paresse. La question, elle va se poser avec une acuité terrible, avec la question de l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui. Moi, j'ai fait, à RFI, nous ont fait faire une formation IA. Ah, je suis sorti de là liquéfié. Voilà, on nous a dit grosso modo qu'on sera tous remplacés bientôt, qu'il y a 300 millions d'emplois qui sont menacés, et que grosso modo, et dans l'absolu, j'exagère, je pense que personne ne disparaîtra dans l'absolu. Mais regardez un phénomène sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. Les gens, quand ils ont la question la plus banale, ils la posent à qui? Ils la posent à ChatGPT. Le reportage de France Inter, il est absolument merveilleux là-dessus. Des enfants de 15 ans qui demandent à ChatGPT comment draguer. Cette femme me plaît. ChatGPT, comment je peux faire pour l'avoir? On en est là, en fait. C'est-à-dire une forme de substitution totale de toute souveraineté personnelle confiée à des algorithmes, en fait, qui ne font que copier ce que l'on fait. C'est la question d'ailleurs des écrivains et tout le reste, parce que vous avez vu, moi je fais partie de la société des auteurs, ChatGPT s'inspire des auteurs. Il scanne tout ton livre pour entraîner justement ces générateurs. Voilà, donc je déborde de la question initiale, mais c'est juste pour montrer ça, c'est-à-dire pour revenir à ce que disait Jean-Miguel sur la question de l'effort. C'est que ce n'est pas être un odieux réactionnaire que de vouloir réhabiliter l'effort et de dire qu'on doit apprendre. Et il y a une certaine forme de difficulté et d'effort à faire pour apprendre. Que tout ne doit pas être donné sur un plateau et que d'une certaine manière, d'ailleurs, on ne fait pas travailler son cerveau d'une certaine manière. Si tout est fait par la machine et tout est fait et tout est pré-mâché, quel est notre mérite? Je pense que c'est important. Après, on peut rentrer dans une question universitaire, mais ça nous prendrait des heures. On vous dirait que le mérite, le mérite est bourgeois, le mérite, on peut recourir à Bourdieu. Voilà, le mérite n'existe pas, quoi. Enfin. Bourdieu avait une très bonne définition du loisir fécond. Il disait que c'est une possibilité anthropologique universelle. En fait, ce qui est intéressant dans ces questionnements, c'est que tout se passe comme si on imaginait que la pensée, que la réflexion était facultative, qu'on pouvait finalement vivre une vie entière sans réfléchir, puisque on peut réfléchir à notre place et que maintenant il y a des intelligences artificielles qui vont réfléchir pour nous, qui vont faire le gros du travail. Les étudiants, plutôt que de s'astreindre à faire un mémoire, vont sur Internet pour récupérer un document qu'ils vont soumettre avec le seul objectif d'avoir les points qui vont avec. Donc une approche purement utilitaire. Sans s'imaginer que ce qui compte, c'est l'effort, effectivement, de rédiger ce mémoire pour acquérir des compétences, pour acquérir des connaissances, pour apprendre à penser. Et à quoi sert penser? Parce que nous en sommes là, en fait. Il faut pouvoir dire quelle est l'utilité de penser à une génération qui n'en voit pas l'usage. Eh bien, il faut le dire simplement. Pouvoir penser, c'est n'être pas
dans la servitude. Et ça, c'est une chose que je n'entends jamais. Et malheureusement, vous avez développé, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais il faut dire une chose simple. Si vous vous abstenez de penser, si vous pensez que vous pouvez avoir des connaissances qui ne sont qu'un écho des réseaux sociaux, vous êtes dans la servitude de gens qui ont pensé à votre place et qui n'ont pas pensé pour votre bien. Parce que les gens qui imposent leurs pensées, notamment sur les réseaux sociaux, ils veulent pas votre bien, ils veulent vous transformer en être passif, qui est un consommateur dont ils vont utiliser le temps de cerveau disponible. Donc nous nous apprêtons avec une génération de gens, de jeunes gens qui aujourd'hui pensent qu'ils peuvent tout faire sans réfléchir, à avoir des êtres qui sont des esclaves, en fait. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est des filous, hein, parce qu'ils pourraient demander à ChatGPT de faire un résumé de discours de la servitude volontaire d'Étienne Lavoisier. C'est la même histoire. Hein. On n'en sort pas, ça fait 5 siècles que ça dure. Et là, on est à l'échelle 1, avec la société américaine, dans un cauchemar, avec les conséquences politiques d'un monde où les gens ne pensent pas, et la conséquence c'est les gens ne pensent pas, donc ils pensent que la vérité est une opinion, eh bien, une société qui était la plus ancienne démocratie du monde, pratiquement, devenir sous nos yeux une dictature où des collègues chercheurs doivent vider leur téléphone de leurs messages parce qu'ils peuvent se faire attraper. Enfin, c'est un cauchemar qui est là à nos portes et qui est totalement lié à cette idée qu'au fond, penser, c'est fatigant, c'est facultatif et qu'on peut très bien être ignorant. Non, ça ne marche pas comme ça. Et ça nous pend au nez. La démocratie ne peut fonctionner qu'avec des gens qui réfléchissent en citoyens, qui accèdent au discernement, qui font des choix, qui ne sont pas simplement dans le vote oui/non, mais qui savent discuter leurs choix, qui savent les justifier. Tout ça n'est pas un luxe. Tout ça est simplement le mécanisme identifié par les Grecs au 5e siècle avant Jésus-Christ pour définir ce qu'est une démocratie. Et l'alternative à la démocratie, il n'y a pas 50 alternatives, c'est le rapport de force, c'est la prédation, c'est la violence, ce qui se passe avec Monsieur Trump qui estime qu'il peut envahir le Groenland et qu'il le fera peut-être un jour. Donc voilà, il n'y a pas d'alternative à la démocratie, c'est le rapport de force. Il n'y a pas d'alternative à l'effort de pensée, c'est la bêtise et c'est l'esclavage, c'est la servitude. C'est de ça dont on parle. L'otium, c'est pas une espèce de luxe que l'on pourrait, avec lequel on peut envisager la façon dont on va utiliser notre merveilleux temps libre. C'est la place de la pensée dans notre quotidien. Et un quotidien où vous n'avez pas passé une demi-heure à réfléchir est un quotidien qui augure mal de la suite. Voilà. Je m'énerve un peu, mais je pense que nous sommes vraiment dans le dur des questions dont on parle. Je vais peut-être alterner. Ah, Sarah, j'alterne juste avec une question en ligne qui nous est posée par Anna à Marseille. Vous avez dénoncé ce commerce de bonne conscience qui, sous couvert de solidarité ou d'antiracisme, continuait à enfermer l'Afrique dans une image figée, folklorisée, instrumentalisée, pour assurer les consciences occidentales. Et la question est la suivante. Comment lutter radicalement contre cette nouvelle forme de domination symbolique, y compris au sein des milieux qui se déocoloniaux, ou progressistes? C'est bien que cette question vienne de Marseille. Comment combattre justement en ayant une éthique, encore une fois, une éthique. Alors, l'Afrique a toujours été considérée comme par les colonisateurs, en fait, comme un territoire où il fallait expérimenter énormément de choses. Parfois, par certains entrepreneurs identitaires africains, fétichisés aussi comme une forme de terre d'identité pure, et qu'il fallait exclure aussi de la dynamique du monde. Mais sur cette réalité-là, sur cette réalité où on se donne bonne conscience à gauche, oui, mais parce que il y a un degré de pénétration aiguë des idées tiers-mondistes. Parce que l'une des genèses justement de cette vision très très romantique ou fétichisée, elle date de là. Moi, il y a une phrase qui m'a toujours un peu épouvanté. Vous savez, moi, j'aime l'Afrique. Voilà. Les gens se le plastronnaient au front comme une forme de visa. Comme ça, ils sont justement intouchables par toute forme de critique. Et avant, leurs aînés disaient, vous savez, moi, j'ai fait l'Afrique.
On ne disait pas, je suis allé en Afrique. J'ai fait l'Afrique. Titre de gloire, ainsi de suite. Non, qu'on regarde l'Afrique pour ce qu'elle est, quoi. Tout simplement, qu'on la banalise. Il y a un ami qui a écrit, il faut banaliser l'Afrique. Voilà, la considérer comme tous les autres territoires, ne pas la fétichiser. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Et je pense, pour faire un peu plus de justice quand même à la réalité de ce qui se passe, beaucoup de cette fétichisation a été battue en brèche et les gens en sortent de plus en plus. Mais après, il y a des résidus, bien sûr, il y a des résidus. Les gens ont toujours des discours, parfois, parce que beaucoup d'ailleurs d'auteurs, je suis critique de beaucoup d'auteurs africains qui pensent beaucoup l'Afrique, qui surpensent l'Afrique. Au lieu de penser à l'Afrique, il faut peut-être connaître l'Afrique. Connaître l'Afrique, ça demande beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de déplacements sur place, d'en comprendre les nuances. Et très 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 souvent, ça prémunit des réductions un peu trop faciles. Oui. Et puis l'autre chose, c'est que vous savez, dans les milieux décoloniaux, parfois, il y a une connaissance qui est très idéalisée de l'Afrique. C'est que on prête à l'Afrique la réalité de ses propres frustrations, de ses propres goûts, de ses propres projections. Et donc, une fois sur place, on déchante. Et d'ailleurs, vous voyez la question des diasporas. Moi, j'ai été invité en Côte d'Ivoire pour débattre avec Maboula Soumaoro sur la question des diasporas, parce que vous avez ce mythe que la diaspora va faire l'Afrique. C'est la diaspora qui va sauver l'Afrique. C'est une autre aberration totale. Personne ne sauvera les Africains, sinon les Africains eux-mêmes. Parce qu'en fait, cette diaspora-là, elle s'imagine être faite pour changer les choses. Et quand elle arrive sur place, elle se heurte au mur du réel. Et ce mur du réel, non seulement les politiques publiques concoctées depuis l'Occident se le prennent, mais aussi les gens de la diaspora se le prennent. Et pas uniquement, vous savez, la gauche. Moi, j'ai écrit un article dans la revue Sciences Politiques qui s'appelle l'anticolonialisme comme frein au progressisme. C'est très très amusant de voir que beaucoup de progressistes sur le continent africain, à partir du moment où ils traversent la Méditerranée, ils deviennent des réactionnaires. Parce que leur famille naturelle à gauche les abandonne d'une certaine manière. Alors oui, si je cite Kamel Daoud, on va me dire, voilà, Kamel Daoud, quand il a eu le Goncourt, vous avez vu toute la polémique qui a suivi. Voilà, c'est un Goncourt politique, c'est un réactionnaire, c'est même un suppôt de l'extrême droite, ainsi de suite. La littérature n'existait quasiment plus. Et pourtant, Kamel Daoud, avec lequel je suis pas d'accord sur énormément de points, Kamel Daoud a été un progressiste absolu quand il était chroniqueur à Oran. Il a défendu le droit des femmes, il a défendu justement beaucoup de valeurs contre l'obscurantisme, ainsi de suite. Et donc, il y a un romantisme à gauche qu'on a appelé, hein, le terme est devenu un terme péjoratif maintenant, islamo-gauchisme. L'islamo-gauchisme a existé. C'est-à-dire, les trotskistes britanniques ont décidé qu'il fallait mieux faire alliance avec les islamistes que de s'associer potentiellement avec le libéralisme économique. Donc ça a existé. Véritablement. Et donc, on a encore de cela dans le romantisme d'une certaine gauche qui ne voit dans les Africains que des victimes potentielles. Et donc ça, à droite, ça s'appelle le paternalisme raciste, méprisant, et à gauche, moi j'appelle ça le maternalisme. Et on n'arrive pas à voir les Africains pour ce qu'ils sont, pour des sociétés traversées par des logiques de classe, des logiques de féodalité, par des logiques justement de responsabilité. Et je pense que l'attitude à avoir face à ça, c'est une attitude complètement lucide, une attitude à la fois réaliste et respectueuse. On peut avoir de l'empathie sans tomber dans le maternalisme. Et je pense que c'est une leçon qu'il faudrait méditer à gauche. Merci à vous. Je voudrais revenir sur ce que j'ai senti comme mais c'est pas étonnant de ta part, mais une posture critique vis-à-vis du mot. Et
cette sorte de référence à la tragédie du langage qui fait que un mot, il apparaît, il capture une réalité et il tord la réalité et la réalité s'échappe. Et donc c'est important dans ce cycle où on réfléchit sur un mot qui est apparu pour dire une réalité et c'est très fort d'avoir capturé ou d'avoir fait revenir cette réalité sur la table parce qu'on voit sa dimension politique, on voit tout ce qui fait le danger de notre société d'aujourd'hui en termes de paresse, de non-pensée, etc., qui est capturé dans ce mot. Et donc, on voit les vertus de ce mot de manière criante. Mais toi, on a l'impression que tu es peut-être doublement critique, d'abord par rapport à attention à pas fétichiser, pas en faire un mot à la mode, etc. Donc, comment on peut faire pour éviter ça? Et puis, ne plaquons pas sur d'autres réalités un mot qui est déjà en train de se construire dans une réalité. J'ai senti ça. Et donc, est-ce que tu peux nous dire si tu vois peut-être plus un risque qu'une opportunité à avancer. Et puis, deuxième question, c'est sur l'éthique de la cohérence. Et c'est très intéressant, cette notion d'éthique de la cohérence. Mais en même temps, dans un monde qui bouge tout le temps et qu'on comprend petit à petit, et où la vie, c'est une montée en humanité ou en conscience, comment on trouve est-ce que la cohérence, c'est pas une quête plutôt qu'autre chose? Voilà. Oui, très clairement, je pense que la question de la cohérence, oui, c'est comme l'universel, c'est un horizon. Mais en tout cas, dans le mot éthique de cohérence, je pense que le mot le plus important, c'est une forme d'éthique, surtout. Et la cohérence n'est rien d'autre que l'extension du domaine de l'éthique. C'est-à-dire avoir une fidélité à des principes et bien sûr ne jamais s'enfermer dans un dogmatisme. Le monde change, on monte en humanité, en conscience, les contextes évoluent, donc il faut sans cesse s'adapter. Donc les réalités ne sont pas des réalités figées, ne sont pas des blocs massifs qui tombent, qui ont vocation à garder leur caractère granitique tout le temps. Voilà, cette évolution-là, elle est une évolution importante. Donc je pense qu'il ne faut jamais, de toute manière, tout ce qui est figé, tout ce qui est parfaitement immobile, tout ce qui est définitif est l'ennemi de manière générale de la pensée. La pensée elle est tout le temps en mouvement. Et donc, encore une fois, cette éthique de la cohérence est quelque chose à construire en intelligence avec justement les spectres dans lesquels il s'exprime. Après, sur la première question, oui, mais chaque risque est une opportunité. Chaque opportunité est une risque. Moi, je parle comme un vieux capitaliste et je vous prie de m'excuser, mais en fait, c'est ça. L'osium est fondamental, central, important. C'est une énergie fondatrice. Comme je pense, au gré de la discussion, on a pu le mettre en évidence. Mais oui, mais j'ai quelques réserves que j'ai pu exprimer justement, que ça ne devienne pas un concept inversé par tout un opportunisme mercantile qui en fait justement un gadget pour essayer de le vendre d'une certaine manière. Qu'on garde notre trésor d'une certaine manière imprenable. Et imprenable, c'est garder son caractère aussi assez sauvage d'une certaine manière. Qu'on le comment dirais-je, qu'on le formate pas trop, qu'on ne le surpense pas nécessairement et qu'on le confronte aussi au terrain. Et c'est pourquoi c'est l'invitation que j'ai faite à Jean-Miguel, justement, d'en voir les expressions ailleurs. C'est une manière de le nourrir. Peut-être qu'à terme, on aura l'osium à d'autres équivalents partout dans le monde. C'est une invitation peut-être à ouvrir un temps d'extension de ce domaine de l'osium et de voir toutes les nuances que cela peut avoir dans beaucoup de sociétés. Mais bien sûr, le risque, c'est toujours, ta formule, elle est très belle, que la réalité capture et qu'elle torde. Ça, c'est toujours un risque. Quand on essaie de prendre des concepts et de les mettre forcément dans les réalités,
on crée justement des effractions qui sont des effractions parfois terribles. Mais la question de l'opportunité et du risque, j'ai l'impression que tout chemine toujours quand on est dans ce genre de réalité-là. Alors, il y a un risque effectivement d'utilitarisme, de détournement de l'otium et de détournement commercial. Presque, c'est la confusion qu'on pourrait faire avec le développement personnel, qui est un véritable industrie. Et donc là effectivement, il y a un risque, mais qui est conjuré par le mystère. Et j'aime bien ce concept de sauvagerie qu'il y a dans ce mot. Parce qu'il est profondément, et c'est presque un mystère métaphysique, on ne peut pas l'assigner à une utilité. Il est absolument désintéressé. Le moment de l'otium, le temps qu'on va dédier à l'otium, est un moment de désintéressement complet, qui est celui de la pensée, comme le définit Arendt, c'est-à-dire un moment où on va penser, pour essayer de comprendre, pour être dans le discernement, mais on va pas être dans une utilité, dans un calcul. Et ça, c'est tellement éloigné de notre logiciel marchand qui a dominé finalement toutes nos représentations, que là on a un levier de sauvagerie finalement, où on redistribue les cartes, où on peut sortir de cet utilitarisme, de ce négoce, on peut nier le négoce, on peut donc être dans l'otium. Et il y a un mot qu'on n'a pas encore qualifié pour utiliser, non pas pour pointer non pas l'utilité du concept, mais sa puissance, c'est la dimension performatrice. Le mot a une dimension performatrice. Et ça veut dire quoi, performatrice? Ça veut dire que le fait d'utiliser un mot va engendrer une attitude, une pensée, une éthique, une démarche. Et ça, c'est rare. Il y a peu de mots qui permettent ça. C'est ma proposition, c'est mon pari, c'est que ce mot-là, il est tellement énorme, il est tellement bizarre, c'est un mot latin en plus, il est tellement en plus mal vu par l'histoire intellectuelle, parce que ce qu'on a dit plusieurs fois, mais c'est pas mal de le redire maintenant, c'est qu'au fond, le mot, quand il est connu, il a mauvaise réputation, parce qu'il est considéré comme, je vais dire un énorme gros mot, aristocratique. L'otium, c'est réservé à un petit nombre. Et qui me dit ça en général? Ce sont les universitaires qui me reprochaient d'utiliser un mot aristocratique. Eux, qui bénéficient de cet otium à titre professionnel. Et c'est d'ailleurs ça que dénonçait Bourdieu quand il parle d'une possibilité. Il dit, au fond, la caste universitaire s'est approprié l'otium qui mériterait d'être répandu. Tout ça pour dire qu'au fond, on n'est pas avec un mot ordinaire. Il y a une puissance qui se révélera peut-être dans sa dissolution. Et je suis d'accord, moi j'ai aucun fétichisme sur les mots. Ce qui m'intéresse, c'est le côté levier maintenant. Mais une fois que le combat sera gagné, une fois qu'on sera dans des sociétés où penser gratuitement, sans devoir le justifier, avec des effets métaphysiques, existentiels, peut-être incalculables, une fois que ce sera possible, on aura gagné, on n'aura peut-être plus besoin du mot. Mais je pense que maintenant, c'est pas mal de se concentrer un peu pour sa puissance de désintégration de réalités qui sont une gangue, qui nous empêche de penser comme on devrait penser, en fait. On a d'autres questions en ligne. Je me tourne vers les salles. J'enchaîne sur une question d'Oriane. Comment la dimension agonistique pour les pays dits du Sud, particulièrement de l'Afrique, qui maintient cette Afrique vassale perpétuelle face aux puissances dites du Nord, peuvent sortir du don et justement pouvoir penser à jouir aussi de l'otium? Oui, question sacrément pointue. Alors, moi, quand je parlais de don agonistique, voilà, c'est une réalité anthropologique de don de domination. Et donc, bien sûr, oui, je vois l'équivalent ou le parallèle qui est dressé avec le don pour les pays africains. Vous savez, mais le don a été déconstruit. Le don a été abondamment déconstruit, surtout l'aide publique au développement. Vous savez, il y a un bouquin qui s'appelle L'aide fatale ou Dead Aid de Dambisa Moyo. C'était en 2009, je crois. Elle a écrit un bouquin formidable qui est devenu un classique justement sur l'aide comme justement source de prédation, de potentat, et ainsi de suite. La réalité a un tout petit peu changé. C'est-à-dire le volume de l'aide a un tout petit peu diminué, je crois. Et puis, vous savez, votre directeur le dit très très souvent, mais nous sommes une banque. Nous faisons des prêts. Donc, nous faisons pas de l'aide de manière générale. Donc, mais l'idée, c'est qu'il y a le passif colonial qui rend tout suspect.
Voilà. Moi, je le vois. J'ai dans mon essai, j'ai eu le malheur de dire, mais vous savez, vous tapez sur l'AFD, mais l'AFD finance énormément de projets auxquels vous bénéficiez. Vous savez, l'autoroute du Sénégal. L'autoroute du Sénégal a été financée. Macky Sall en parlait la dernière fois, en partie par l'AFD. Donc l'aide peut avoir une certaine forme d'utilité aussi. Et puis d'ailleurs, dans des zones très très reculées, parfois, on a vu le drame que c'est l'USAID. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, la décision de Trump de tout sevrer d'un seul coup. Donc voilà, je pense que il faut détacher la question du passif colonial, la réalité justement des besoins et des urgences qu'il y a. Et ces urgences-là, il ne faut pas les minimiser, il ne faut pas être dans un déni, de manière générale. Je voyais une courbe la dernière fois, c'était absolument fascinant. Vous savez, la réalité du continent africain économiquement est terrible. Vous savez, les 54 pays africains ont un PIB qui est moins important que la France. Les 54 pays africains. C'est ça la réalité du continent aujourd'hui. C'est la réalité où presque un tiers du continent n'a pas accès à l'eau potable ou à l'électricité. Donc je pense qu'il ne faut pas que nos intellectuels nous enferment parfois dans une vision très très romantique de l'Afrique et de pouvoir aussi mettre le doigt sur les réalités qui ne vont pas. Et c'est très très important. Et sur la question agonistique de cette aide-là, je pense qu'elle devient captive de discours justement qui ne voit pas les transformations qu'il y a eu au gré des dernières années. Aujourd'hui, si vous regardez un pays comme le Sénégal, nos gouvernants sont arrivés au pouvoir en disant, quand ils étaient dans l'opposition, l'aide, de toute manière, le FMI, la Banque mondiale, de toute manière, ce sont des sanctions qui nous sucent notre sang, ça suffit. Voilà. Ils arrivent à principe de réalité. Il faut faire tourner l'économie. Ils se sont tournés vers qui pour faire des prêts? Vers les FMI. Ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut regarder les choses assez frontalement, et cette frontalité, il ne faut pas la différer. Et la réalité d'une économie africaine qui serait détachée de toute aide, de tout investissement direct à l'étranger, qui se couperait des financements internationaux, c'est pas possible. Même les pays du Sahel qui ont rompu diplomatiquement avec tout le monde continuent à bénéficier de ces financements qui sont des financements internationaux. L'intelligence, c'est de pouvoir concilier à la fois un discours de souveraineté assez fort, parce que il faut de ça dans les affects continentaux, il faut de ça. Vous ne pouvez pas séduire les jeunes si vous maniez pas ce discours-là. Et puis avoir cette forme de pragmatisme économique sur le continent. Mais aujourd'hui, alors on va me taper sur les doigts si je le dis, je vais faire hurler des gens, mais oui, beaucoup de pays africains n'ont pas les moyens de leur propre indépendance et les moyens de se priver justement du circuit financier international. C'est la réalité la plus basique. Alors, c'est très désagréable à entendre, mais c'est ça la vérité. Et donc, il faut travailler à avoir un peu plus de force justement pour pouvoir être fort dans les négociations et puis avoir cette souveraineté comme horizon. Parce que la souveraineté, elle n'est pas une réalité palpable pour aucun pays africain aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'irai plus loin, de moins en moins de pays occidentaux ne sont souverains sur des domaines d'ailleurs cruciaux pour leur propre devenir. On va pas demander aux pays africains de l'être. C'est pourquoi les discours populistes sur le continent sont extrêmement puissants, mais une fois qu'ils arrivent devant une réalité, ont deux choix. Soit de se dédire d'une certaine manière, ce qui est très, très coûteux, ou rentrer dans la phase d'un ressentiment sans fin pour justement essayer de garder ce discours qui mobilise beaucoup mais qui produit peu. On est à quelques minutes de notre conclusion. Pour terminer sur une note peut-être moins politique, moins polémique, qui a son utilité bien sûr, peut-être une réflexion sur une des activités qui est selon moi la plus ociomique, le fait de lire un livre, et peut-être un livre de poésie, lire la poésie. J'ai la chance d'assister à une très belle séance dans cette galerie qui s'appelle Conscious. Vous animez ces réflexions, ces rencontres, et c'était une séance autour de la poésie. Et voilà,
est-ce que c'est pas une belle façon d'évoquer l'osium, c'est de parler de la poésie, de parler de la façon dont elle peut nous transformer sans le dire, et on peut lire un poète, on peut passer à côté, mais ça peut changer la vie. Oui, c'était le moment d'osium qu'on a eu. C'était le 25 février dernier. Oui, bah bien sûr. Je pense que j'ai même pas besoin de développer. Heureusement qu'on a la poésie. Heureusement qu'on a la poésie, qu'on peut lire de la poésie, qu'on peut. C'est dommage, c'est le genre le moins édité en France. Il y a des rentrées littéraires avec 600 romans. Ce serait bien qu'on ait 100 romans et 500 poèmes, 500 recueils de poésie. Ce serait formidable. Donc oui, ce sont des moments comme ça. Et puis vous savez d'ailleurs, nous on a eu un président au Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui a été accablé de critiques, mais qui était un président poète. Et donc, au Sénégal, on a une filiation de poètes très importante. Et donc, la culture de la déclamation poétique, moi, je me souviens quand j'étais écolier, le moment que l'on préférait, c'est quand on devait faire des récitations de poèmes. Et c'était très souvent d'ailleurs, les séquences où on pouvait avoir 20 sur 20. Si on l'incarnait un peu plus, si on mettait une force à la déclamation, ainsi de suite. Non, la poésie 100%, mais la littérature de manière générale. Les romans, le théâtre, et puis la danse, le cinéma, tous les arts. Je pense que sur le continent, il y a de ça. Il y a une variété de séquences festives au Sénégal dont le potentiel osiomique n'est pas assez exploré. Et je pense qu'on va peut-être conclure sur ça. Je vous passe le témoin pour aller justement sur place explorer l'osium sénégalais. C'est dit. Je ne me déroberai pas. Formidable. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore à tous, à la fois en ligne, ici dans la salle. Merci Elgas d'être venu. Merci à Jean-Miguel pour cette 4e dose d'osium. On se retrouve le 5 juin avec Michel Perrault et encore merci et bravo. Merci.